d'habitude, rien qui change. On va commencer simplement par une petite lecture, une petite fable pour commencer le matin, rien de tel. Donc, pour une fois, c'est vous qui allez m'écouter. Lire en tout cas. Donc, j'y vais, je commence. La fable des abeilles de Mandeville. Une grande ruche pleine d'abeilles vivait dans le confort et le luxe. Donc oui, juste prenez des notes. Bien sûr, après on fera un débriefing et voir ce que vous avez compris de tout ça. Donc je répète, une grande ruche pleine d'abeilles vivait dans le confort et le luxe. Ces insectes ressemblaient aux hommes et tout ce qui existait chez nous trouvait son équivalent chez eux, mais en plus petit. Navires, châteaux, instruments ou machines. La moitié de ces abeilles travaillait à subvenir aux besoins de l'autre moitié, occupée à détruire l'ouvrage de la première. Cette deuxième moitié, en effet, ennemie du travail, trouvait des affaires profitables à peu de peine. Quand la première, condamnée à la faux et à la bêche, épuisait sa santé pour avoir de quoi manger, néanmoins, toutes ces abeilles avaient un point commun, elles étaient un peu fourbes. Les avocats suscitaient les discordes, retardaient les audiences, se délectaient des causes injustes. Plus assoiffés de gloire et d'argent, les médecins se préoccupaient peu des malades et de la science. Les ministres du roi pillaient son trône tout en se vantant d'être honnêtes dans un jardin obscur. Mais qui peut dénoncer leur malhonnêteté quand même dans la rue, l'engrais contient des cailloux sans valeur ou quand le sel est vendu au prix du beurre? La justice elle-même lâchait souvent sa balance, corrompue à prix d'or, et condamnait les pauvres et les gens réduits à l'extrémité pour protéger les riches et les grands. Chaque partie était pleine de vices, mais le tout formait un paradis. Depuis toujours, les plus grandes canailles contribuent au bien commun. Tel est l'art de l'État, savoir conserver un tout dont chaque partie se plaint, comme l'harmonie en musique fait s'accorder les dissonances. Les parties opposées se prêtaient assistance, la sobriété et la vertu servaient l'ivrognerie et la débauche. L'inconstance dans les mets et le vêtement était le moteur du commerce. Le luxe donnait du travail à 1 million de gens. Ainsi, ces travers joints au temps et à l'industrie avaient-ils apporté les commodités de l'existence, si bien que les pauvres vivaient mieux que les riches d'avant. Mais comme le bonheur est chose vaine, car à la moindre entorse au bien public, les riches avaient l'audace de s'écrier: ce pays va périr de ses improbités. Grand Dieu, si seulement nous avions de l'honnêteté. Jupiter, transporté d'indignation, jure dans sa colère qu'il débarrassera cette ruche braillarde de la malhonnêteté. À l'instant même, cette dernière disparaît. L'honnêteté emplit leur cœur et leur montre leurs crimes, tel l'arbre de la connaissance. Quel changement soudain! Depuis le grand homme d'État jusqu'au rustre, l'hypocrisie jette le masque, les débiteurs paient leurs dettes, les prisons se vident, les prêtres ouvrent leurs portes aux affamés. On fuit les dépenses inutiles, on se sépare de ses chevaux, de son carrosse, de son château. Plus de soldats à l'étranger, plus de guerre. Beaucoup se sachant inutiles partent. Le prix des terres s'effondre, les artisans sont au chômage, les sculpteurs n'ont plus de nom.
la splendeur disparaît. La paix et l'abondance règnent. Cependant, tout est simple. Il reste si peu d'abeilles dans la ruche qu'elles peinent à la défendre contre les assauts ennemis. Finalement, leur courage et leur intégrité ont raison des assaillants. Mais endurcies par les épreuves, c'est au creux d'un arbre qu'elles préfèrent s'envoler, délaissant leur belle ruche pourvue de ses seuls biens. Richard Mandeville, 1670-1733. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette petite fable de bon matin? Pour commencer, quels commentaires vous avez envie de faire? Alors, je vais faire quelque chose, comme ça nous permettra d'utiliser des nouveaux outils, en tout cas d'essayer. Je vais partager le lien de la page avec vous. Alors, c'est un outil qui s'appelle Klaxoon. Je vous en ai peut-être parlé d'ailleurs dans les premières séances. Donc, je vous partage via la conversation Zoom le lien. Donc, essayez de vous connecter. Alors, je vais voir déjà s'il y a des personnes qui sont restées. Voilà, essayez de vous connecter. Alors, c'est très sympathique parce qu'on peut faire une zone dédiée, par exemple, aux commentaires. Donc, vous mettez des post-it virtuels. Voilà. Qui vont arriver directement. Alors, elles vont être en tout petit, mais on va aller les récupérer. Voilà. Et on va les agrandir. Voilà. Donc, essayez de vous connecter. Dites-moi si vous avez des problèmes. Et essayez de me donner vos commentaires de cette fable. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les parallèles avec la situation actuelle peuvent être faits, mais ce n'était pas l'objectif premier. Donc déjà, est-ce que vous arrivez à ouvrir la page et vous connecter? Encore une fois, merci pour votre retour. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ah, je vois un petit... Voilà, merci. Inégalité nécessaire pour un développement global plus grand. Oui, premier commentaire intéressant. Alors, on va essayer de zoomer pour que vous puissiez voir vos... Et de vous faire apparaître. Bon. Voilà. Alors, j'en ai vu un ici. Analogie de la société, d'accord. Ensuite, allez-y. Bon, ça, je vais l'enlever, ce sera plus rapide. Voilà, je vais essayer de cadrer et de synchroniser mon écran avec vous, comme ça, ce sera plus simple. Alors,
Là, je vois un petit post-it. On va aller le chercher. Une société basée sur l'égoïsme, oui. Et qu'est-ce que ça entraîne, justement? Alors, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Monarchie absolue. Alors, il y a une forme de monarchie. On a l'impression qu'il y a un roi. Mais il y a quand même beaucoup de liberté. En tout cas, ce roi laisse faire beaucoup de choses. Quoi d'autre? Est-ce que vous souhaitez que je lise une deuxième fois? Égoïsme et vision de la société entraînant la fin de cette dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les moins méritants sont souvent les plus récompensés. Oui, voilà, c'est un peu l'idée ici. Alors, pas exprimé de la même façon. C'est une version un peu positive de ça. Égoïsme et inégalité permettent de maintenir un certain équilibre de la société. Exactement. Ça, je pense que c'est celle-là l'idée forte. Et contrairement à ce que vous dites, ça n'entraîne pas forcément la fin de cette dernière. On voit qu'il faut que l'intervention divine pour qu'il y ait la fin. Oui, une société basée sur le commerce et le luxe. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que ça entraîne, ça? Alors, quoi d'autre? Les vices peuvent contribuer au bien public. Voilà, exactement. C'est l'idée. La fourberie, malhonnêteté, plaît de la société, mais nécessaire. Voilà, c'est l'idée. Alors, analogie de la société, vous avez voulu dire quoi? Oui, c'est une analogie avec une forme de société. Je pense que c'est ça que vous voulez dire, actuelle. Alors, on va même jusqu'à l'idée d'inégalité. Oui, c'est sous-jacent. Producteur au service des consommateurs. Alors, on peut apercevoir à travers cette phrase différentes inégalités entre abeilles. Ici, c'est différencié avec la couleur bleue et jaune. Les pauvres sont délaissés et les riches sont mis en avant. On remarque donc une sorte de société égoïste. Oui. Allez, je vais aller chercher d'autres choses encore. N'hésitez pas. Hein. Hypocrisie et corruption. Oui, c'est ce qu'on voit. Ah, du rose. L'hypocrisie guide la société. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? De cette société-là des abeilles, avant que... qu'est-ce que l'auteur cherche à nous montrer? Quelle est son idée? Pourquoi cette fable? Pourquoi a-t-il écrit cette fable? Et comment pensez-vous qu'elle a été perçue? Donc, on va passer à un carré, cette zone-là. C'est à côté une justice égalitaire, inégalitaire. Oui. Qu'est-ce que veut montrer? Mettons-nous à côté, essayons de comprendre qu'est-ce que veut montrer l'auteur. Pourquoi cette fable? Voilà. Qu'est-ce que veut montrer l'auteur? Donc on va faire une deuxième petite séance de brainstorming. Donc mettons-nous ici, qu'est-ce qu'il cherche à montrer? La question c'est vraiment pourquoi écrire une telle fable sur l'effet réel de la société?
les inégalités individuelles peuvent contribuer au bien général. Oui, c'est ce qu'il cherche à montrer. Mais ce n'est pas que les inégalités. Si je reprends, vous m'avez dit une société basée sur le commerce du luxe, les vices peuvent contribuer au bien public. Voilà, si je reprenais ça, je le mettais là, c'est un peu l'idée. La fourberie plaide la société mais nécessaire. Inégalité pour un développement, etc. Voilà. Alors, c'est pas qu'elle est basée. Alors, on ne parle pas forcément d'équilibre, mais de croissance. Donc, l'idée principale ici, alors je vais essayer de reprendre. Alors, Bernard, là, vous voyez bien les PowerPoint. Oui, on voit bien, monsieur. Merci. Donc, Fable de Mandeville, vous avez compris, l'idée ici, c'est vraiment de montrer que la recherche comme vous l'avez dit d'ailleurs, la recherche des vices, le fait de rechercher le luxe surtout, permet une certaine croissance économique et surtout permet de faire bénéficier les pauvres justement de cette croissance économique. Donc ça, on a parlé, vous avez peut-être entendu parler dans la presse récemment, on parlait de la théorie du ruissellement, le fait de dire on va permettre aux riches de s'enrichir, des entreprises, etc. Et puis, donc, comme si la richesse allait ruisseler et passer d'une classe sociale, si je puis dire, à une autre. Donc, c'est cette idée que défend Mandeville en 1700 et quelques, 1700 au début de première version, je crois que c'est 1705. C'est cette idée que, contrairement à ce qui se dit de l'époque, c'est-à-dire la critique du vice, faut replacer surtout cette fable dans un contexte, dans son contexte, où il y a des grands débats autour de la morale, autour de la quête du vice, autour de la quête de la vertu. Donc cette fable est un vrai scandale en fait. C'est vraiment comme ça qu'il faut la comprendre. Et c'est un scandale puisqu'elle affirme haut et fort que justement la recherche du vice, si on laisse les individus vaquer à leur désir, à leur passion, si on les laisse chercher à s'enrichir, eh ben, c'est bénéfique pour toute la société. Donc il vient dire un petit peu haut et fort, monsieur Bernard Mandeville, qui est comme beaucoup à l'époque un docteur, un écrivain néerlandais, qui vient dire haut et fort, voilà, arrêtez de condamner les vices et laisser les individus faire ce qu'ils ont envie de faire, accumuler ce qu'ils ont envie d'accumuler, voilà, acheter tout ce qu'ils ont envie, donc vaquer à leur passion. Et globalement, c'est toute l'économie dans son ensemble qui va en profiter. Idée très très forte et qui va être le fondement du libéralisme à proprement parler et des courants libéraux qui vont se développer dans ce contexte-là. Alors, pour bien comprendre, alors, je ne vais pas repasser par là, mais oui, le courant libéral, c'est le père fondateur, c'est Adam Smith. On en a parlé, on en a dit quelques mots. Smith, Ricardo, Malthus, Say, etc. Donc, c'est les économistes qui vont suivre. On retrouvera donc après, sous une forme beaucoup plus évoluée au 19e siècle,
Walras, dont vous avez étudié maintenant une partie de sa théorie avec la partie sur le consommateur, Walras et Menger. Ce qu'il faut comprendre avant de… Je vais insister un peu plus sur Adam Smith. Ce qu'il faut comprendre sur le libéralisme, c'est surtout ce qu'on appelle l'approche l'individualisme. Donc, c'est quelqu'un de rationnel, mais surtout avant de parler d'individualisme, je voulais juste qu'on comprenne. C'est pour ça que je vais prendre une autre présentation dans 2 minutes. Voilà. Voilà. Donc, je voulais qu'on fasse un petit focus sur Adam Smith. Et alors, est-ce qu'il y a ce que je cherchais? Bon, voilà, vous allez retrouver, je vais vous dire. Donc, ce qu'on appelle, ce qui va différencier l'approche libérale des autres approches, c'est l'individualisme méthodologique. Ça consiste à dire que tout phénomène économique peut s'expliquer donc par des individus et n'est que la somme des interactions des individus. Vous voyez, c'est un mouvement ascendant. Je pars des individus et je remonte pour expliquer les phénomènes globaux. Donc ça paraît simple comme ça aujourd'hui à dire, mais à l'époque, c'est une véritable révolution que de replacer l'individu au centre. Donc c'est la première révolution, je dirais, des penseurs libéraux. C'est vraiment un changement en termes de méthodologie qui consiste pour la première fois à considérer l'individu comme une personne quelque part souveraine qui prend ses décisions et qui est importante puisque tout va partir de l'individu. Et les phénomènes globaux, encore une fois, ne sont que la somme de ces interactions, de ces comportements individuels. Donc là, j'insiste un petit peu pour que vous compreniez l'importance de ce changement de paradigme, puisqu'auparavant, l'individu seul, comme ça, isolé, n'existait pas vraiment. On avait on prenait plutôt l'individu dans une masse, était fondu dans une masse. Il appartenait à une nation, il appartenait à un État. Donc, on était plus en train de raisonner en termes justement d'États, de nations qui prenaient des décisions et des individus qui suivaient. Et donc, les comportements des individus n'étaient que la conséquence des décisions prises à un niveau beaucoup plus global. Donc, les libéraux viennent inverser ce paradigme et c'est ça qui est quelque part un petit peu révolutionnaire, même beaucoup, de remettre l'individu au centre et de dire, voilà, les décisions, tout part des individus finalement. Première chose très importante à avoir en tête. Aujourd'hui, donc je voudrais continuer sur la fable des abeilles et parler beaucoup plus en détail d'Adam Smith et de vous montrer un petit peu l'apport, de redire un peu plus clairement des choses que j'ai pu déjà évoquer avec vous, mais réinsister un petit peu sur l'apport d'Adam Smith. Et ce qui m'importe particulièrement, c'est que vous essayez de vous replacer dans le contexte, d'essayer de comprendre. Ce que j'aimerais, c'est que vous compreniez à quel point sa pensée a pu être révolutionnaire. Même si certains de ces résultats aujourd'hui, même pas que quelques-uns, hein, ces résultats aujourd'hui peuvent paraître dépassés, bien sûr. Pour autant, sa pensée continue à nous influencer et c'est le cas souvent de personnages qui ont su, à leur époque, changer de paradigme, voir les choses autrement, révolutionner un petit peu le monde dans lequel et les théories dans lesquelles ils ont évolué. Alors, on va en dire quelques mots de ce Adam Smith. Alors, Adam Smith, donc vous voyez 1723-1790. Donc, la fable des abeilles, pour lui, il en est, je dirais, contemporain, même s'il devait être un petit peu jeune au démarrage. En tout cas, pour lui, ça a été quelque chose d'assez important, d'assez révélateur, qui lui a permis justement de baser un petit peu sa théorie. Mais on va voir bien sûr
il ne l'a pas pris tel quel. Il ne s'agissait pas, bien sûr, de justifier l'ivrognerie, etc., et les vices les plus bas, mais vous allez voir comment il va transformer un petit peu cette fable pour reprendre la problématique. Il va la reformuler d'une façon beaucoup plus moderne et finalement nous permettre d'en tirer quelque chose d'encore valable aujourd'hui. Donc, c'est le père fondateur de l'économie moderne. Ce cher Adam Smith, c'est un philosophe. Donc, il a écrit 2 œuvres majeures. Donc, si vous êtes passionné par l'économie, La richesse des nations, qui sont des livres un petit peu, il y a beaucoup, enfin, c'est assez dense. Pour autant, même sans tout lire, parcourir ce livre, ça permet de se replonger vraiment dans la première pensée moderne, et vous allez voir que c'est toujours vraiment d'actualité et que vous allez comprendre ce que c'est que le fondement de l'économie. Vous allez, en lisant quelques pages, je vous mettrai quelques extraits de toute façon dans les lectures, vous allez comprendre que, bah oui, en effet, on est encore influencé par cette pensée-là aujourd'hui. Donc, encore une fois, ce qui fait la force d'un auteur, c'est sa rupture avec les prédécesseurs. Et donc, il a su s'opposer aux courants de l'époque. Donc, on en avait parlé, hein, des courants, les 2 courants de l'époque qui étaient les mercantilistes et les physiocrates. Je vous avais parlé des physiocrates, ceux qui s'inspiraient justement de la science, du développement de la science physique, pour essayer de voir dans l'économie des lois naturelles. Donc, l'économiste était quelqu'un qui devait finalement mettre en avant les lois naturelles économiques, tout comme les physiciens mettaient en avant les lois naturelles. Alors, j'insiste là-dessus. C'est révolutionnaire. Pourquoi? Parce que c'est en rupture avec les représentations de son époque. Donc, voilà. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pour nous inviter tous à avoir un petit peu ce regard un peu révolutionnaire et nous interroger sur quelle est notre façon aujourd'hui de représenter les choses. Comment la société se représente les choses et comment être en rupture avec ça. Essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Donc, voilà, je vous invite à remettre en question toutes les représentations, toutes les idées qui peuvent vous parvenir et vous interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on pense comme ça à tel moment. Et vous allez voir que c'est vraiment pas si facile que ça. C'est extrêmement dur d'arriver à remettre en cause les schémas de pensée qui sont généralement admis à une époque donnée, tellement on est influencé par ça. Donc, voilà pourquoi je pense que dans le contexte actuel, c'est encore plus important d'insister sur des personnes qui ont su casser les représentations et apporter des choses nouvelles. Alors, on va voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire pour Adam Smith penser autrement, penser différemment. Donc, c'est de la pensée créative, hein, quand on est dans des nouveaux modes de pensée. Alors, bien sûr, il se base sur les physiocrates. Les physiocrates, c'est François Quesnay, et donc un des premiers économistes aussi, hein, qui est peut-être antérieur un petit peu à Smith, mais en tout cas qui fait partie des premiers économistes. Ils ont parlé de la secte des économistes. C'est justement autour de François Quesnay que cette secte, qu'on a donné le nom d'économiste à ces personnes qui se réunissaient pour parler un petit peu de problématiques concernant l'activité productive. Et donc, voyant ces gens se réunir, ils ont été appelés la secte des économistes. Je rappelle, hein, pour François Quesnay, c'est l'agriculture qui est productive à cette époque. Seulement l'agriculture et pas l'industrie qui, elle, ne fait que transformer, finalement, elle ne fait que transformer les biens, alors que l'agriculture, il y a une sorte, ce qu'on appelle un don gratuit de la nature, puisque vous faites pousser des graines et puis les graines se transforment en toutes sortes de biens qu'on va pouvoir, comestibles et autres, qu'on va pouvoir récupérer. Donc, la richesse est créée par la nature uniquement, dans la vision des physiocrates.
Tout le reste, ce n'est que transformation, hein. Il y a de l'industrie, bien sûr, il y a des artisans, ce n'est pas le problème, tous les métiers existent, mais c'est la façon dont on voit les choses, on comprend les choses. À cette époque, on se dit, la valeur ajoutée, elle n'est qu'au niveau de la terre. Il n'y a pas de valeur ajoutée au niveau de l'industrie, il n'y a pas de valeur ajoutée au niveau des artisans, puisque la valeur, c'est simplement ce que la nature nous donne à ajouter en faisant des graines. La valeur ajoutée, voilà, c'est assez intéressant de voir. Et ça permet justement de comprendre un peu les dérives qu'on peut avoir aujourd'hui avec des inflations autour de, je sais pas, d'artistes ou autres, où on va se dire la valeur ajoutée, c'est dans la créativité, c'est dans autre chose. Aujourd'hui, on ne va plus parler de valeur ajoutée au niveau de la terre, mais on va plus parler de valeur ajoutée au niveau de l'industrie. On va parler d'un Apple qui va nous faire de la valeur ajoutée en nous créant des téléphones. Donc, voilà, il faut replacer les choses. C'est intéressant de replacer les choses dans un contexte et de voir qu'au démarrage, maintenant, la valeur, c'est la terre. Il y a quelque chose de, j'ai envie de dire, d'un peu vrai dans cette histoire, même si ce n'est pas complètement exact, bien sûr qu'il y a de la valeur ajoutée, puisqu'il y a de l'utilité qui est créée aujourd'hui par nos super sociétés de technologie. Donc, oui, il y a de la valeur ajoutée. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas tout ça, et la valeur ajoutée, elle était uniquement, non pas par les mains d'une personne, puisqu'on ne raisonnait pas utilité à l'époque, on raisonnait autrement, on raisonnait travail. Donc la valeur ajoutée était au niveau de la terre. Ce qui est intéressant à comprendre dans la vision des physiocrates, c'est qu'on a besoin de ce qu'on appelle d'un despote éclairé. Pourquoi? Parce que justement, il y a un ordre naturel dans la société. Il y a des classes sociales qui sont présentes. Il y a les propriétaires fonciers, il y a les artisans et les industriels, et ceux qui vont travailler la terre et apporter justement de la valeur. Il y a un ordre naturel qu'il faut respecter, et on a besoin d'un despote qui est là pour faire respecter cet ordre naturel. Alors oui, il faut de la concurrence, il faut que les gens puissent, alors c'est pas tant de la concurrence, il faut qu'ils puissent faire commerce librement, puisqu'il y a besoin de distribuer ces produits, de les transformer, etc. Donc il faut laisser les gens agir. Donc on a une certaine philosophie de ce qu'on appelait le laisser-faire. Pour autant, pour les physiocrates, on a besoin d'un despote éclairé, donc de quelqu'un qui va intervenir pour veiller à cet ordre. Et c'est là où Adam Smith va intervenir pour dire et pour montrer finalement qu'on n'a pas besoin de despote. Et c'est cette première idée qui est très forte, et que finalement les lois de la concurrence vont permettre de suppléer, comme je l'ai écrit, aux insuffisances des systèmes politiques et juridiques. Donc Adam Smith pose le principe de dire que la concurrence va permettre finalement de se substituer à la politique, à une certaine forme de politique et à une certaine justice surtout. Et l'idée derrière, c'est de dire les processus marchands sont stabilisateurs. Ils apportent une certaine stabilité dans une économie, dans un pays. Donc ça, c'est important. Ça, c'était une idée qui, jusqu'à aujourd'hui, est admise. On dit souvent on va développer l'économie dans un pays pour pouvoir apporter une certaine paix, une certaine tranquillité. C'est vrai dans une certaine mesure. En tout cas, à l'époque, oui, bien sûr, replacer toujours une idée par rapport à son contexte de l'époque. Aujourd'hui, les choses sont plus complexes. En tout cas, à l'époque, l'idée, c'était d'essayer de se passer d'un despote éclairé. Remettre en cause cette idée qu'il fallait absolument avoir un despote pour avoir un ordre. Et c'est ça qui est révolutionnaire, c'est cette idée de dire, mais non, la concurrence en elle-même va me permettre d'amener non seulement de la justice, mais un rôle, donc forcément, si justice dit stabilité et paix. Donc, première différence par rapport aux physiocrates. Maintenant, on va voir la différence par rapport aux mercantilistes. Donc, encore une fois, et c'est ça qui me paraît intéressant, c'est pour ça que je veux passer du temps sur la pensée d'Adam Smith, même si je ne vais pas vous donner tous les éléments, tout ce qu'il a apporté comme résultat.
c'est sa pensée première et sa volonté première qui m'intéresse ici, et son positionnement. Le fait qu'il s'oppose à l'existant, il s'oppose aux physiocrates, il s'oppose aux mercantiles. Donc en fait, il s'oppose ce qu'il appelle à des systèmes. Des systèmes qui expriment le premier, la pensée des propriétaires fonciers. Les propriétaires fonciers vont intérêt à défendre la vision physiocrate du monde avec l'ordre naturel et le fait que ce soit la terre qui apporte de la valeur, puisque c'est eux qui retirent la rente de la terre. Et l'autre système qui est en place à l'époque d'Adam Smith, c'est le système mercantile. Mercantile, c'est-à-dire que c'est le point de vue des marchands et des financiers. Donc, bien sûr, alors la pensée mercantile est plus diffuse et moins centrée. On n'a pas un Quesnay, François Quesnay, qui est là, qui centralise un peu la pensée. On a la pensée un petit peu éparse. Hein. Donc Adam Smith voit par exemple Colbert, Locke, etc. Mais globalement, il va synthétiser cette pensée en disant que la première chose, les mercantiles sont des personnes qui pensent que l'économie est avant tout politique. C'est avant tout des problèmes d'État. C'est des problèmes de croissance et de richesse sociale, donc de finances publiques. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit la dernière fois, la richesse sociale, du point de vue des mercantiles, est sous la forme de monnaie, de richesse, d'or, voilà, qu'il faut aller chercher si on n'en a pas, ou alors il faut faire du commerce pour acquérir cet or, si on n'en a pas. Donc, rappelez-vous, je vous avais parlé des Espagnols qui, eux, avaient trouvé forcément, qui avaient découvert l'Amérique, donc ils ont rapporté beaucoup d'or et ils se sont crus très, très riches, alors que des pays comme la France, l'Angleterre, n'ayant pas tout ce stock d'or, par contre, avec une vision mercantile, c'est-à-dire pensant que la richesse, c'était l'or, c'était la monnaie, ont développé leur industrie de façon à acquérir cette richesse. Donc les métaux précieux. Et donc la richesse, finalement, dans ces pays-là, se mesure par un excédent de la balance commerciale. J'ai une balance commerciale excédentaire, c'est-à-dire que je vends plus que je n'achète. Donc forcément, je vais me retrouver à augmenter ma richesse nationale et je m'enrichis. Alors, l'erreur, comme je l'avais dit, c'était de penser que c'est l'argent qui est la richesse. Mais là où des pays comme la France ou l'Angleterre ou d'autres ont eu raison, c'est qu'ils ont développé leur industrie, mais ce n'était pas dans cette optique-là qu'ils l'ont fait, mais finalement, ils ont été amenés à développer leur industrie pour acquérir de l'argent. Et finalement, ils se sont retrouvés riches de quoi? Non pas de leur argent, mais de leur industrie. Donc, c'est en ça que on parle souvent de la politique de Colbert et pour vanter justement les mérites de Colbert et toute la force de ce ministre du roi a été justement de mettre en place cette politique mercantiliste, mais qui a eu pour effet, même si ce n'était pas le but désiré, de développer considérablement l'industrie en France. Donc voilà comment on peut résumer un petit peu la pensée mercantile. Et donc, Smith va bien sûr s'opposer à cette pensée. La première, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première grande idée, c'est que l'économie concerne les individus et non pas l'État, la nation. Donc, on parle d'agents économiques. Les agents économiques qui sont importants, ce sont les individus et non pas uniquement l'État. Donc, inversement de la problématique, l'individu devient central, extrêmement fort. Donc, en fait, Adam Smith est un philosophe qui se soucie de l'individu, qui se soucie de la richesse des individus. Et contrairement à ce qu'on pense, donc ce n'est pas l'apôtre du libéralisme, du capitalisme et de l'égoïsme,
Donc, il faut vraiment s'enlever de ça, de son esprit. Donc ça, c'est une mauvaise utilisation, c'est une récupération des propos d'Adam Smith. Quand on lit Adam Smith, on voit qu'il était plus soucieux des conditions des prolétaires ou des salariés, pour ne pas reprendre des termes de Marx, mais des salariés, des pauvres, que des riches marchands dont il voyait bien les vices et les travers. Pour autant, il avait foi dans l'économie, c'est-à-dire qu'il avait foi dans l'économie marchande et dans un certain libéralisme économique. Donc pour lui, inversement, l'économie… Alors attendez, juste je vérifie s'il n'y a pas des personnes en attente. Non, c'est bon. Donc l'économie concerne les individus. La richesse sociale, elle est réelle, comme je vous l'ai dit, elle est plus monétaire. Donc première évolution, voilà ce que comprend Smith. La richesse, ce n'est pas l'argent, c'est l'industrie, c'est les biens que je suis capable de produire. Et autre idée forte, les échanges internationaux ne sont pas un jeu à somme nulle. Ils permettent donc la répartition de la richesse sociale entre les individus. Donc, on a intérêt à faire du commerce. Donc, cette idée sera reprise et développée par Ricardo. Je vous en avais parlé, la théorie des avantages comparatifs. Donc, je vous avais parlé de ça. Donc, c'est une idée très forte d'Adam Smith. Je reprends cette idée de critique des systèmes. Alors, qu'est-ce que n'aime pas Adam Smith? C'est des systèmes qui prennent la défense d'intérêts particuliers sous la figure de l'intérêt général. Donc, j'aime beaucoup cette idée. On vient défendre l'intérêt général, on vient défendre ces idées en prétendant que c'est l'intérêt général, mais en fait, derrière, notre vision est biaisée par notre position particulière. Hein. C'est comme si une certaine classe d'individus venait nous dire on va prendre l'exemple des restaurateurs, on va dire, voilà, les restaurateurs vont nous dire aujourd'hui, il faut absolument ouvrir les restaurants, c'est toute l'économie qui en dépend. Si vous voulez que l'économie fonctionne, ouvrez les restaurants. Il y a bien sûr une certaine part de vrai, mais on voit bien qu'ils viennent défendre, s'ils font ça, ils viendraient défendre leurs intérêts particuliers en prétendant servir l'intérêt général. Alors, j'en veux pas aux restaurateurs, c'était juste pour essayer de vous faire un exemple, et je pense que leur combat a une certaine forme de légitimité, ceci mis à part. Donc, Adam Smith s'oppose à ces systèmes qui sont beaucoup plus, à l'époque, donc beaucoup plus sophistiqués et qui font beaucoup plus de ce qu'on appellerait aujourd'hui de lobbying, notamment le système mercantile. Pourquoi? Parce que le système mercantile, c'est l'industrie, c'est le commerce, donc ça se développe en ville, donc c'est très proche du roi, donc ça peut influencer, ça cherche à influencer directement la pensée du roi. Le système physiocrate est beaucoup plus éparpillé, beaucoup moins fort en termes de pensée et d'influence. Pourquoi? Parce que les propriétaires fonciers sont beaucoup plus éparpillés. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, le système agricole est moins dangereux que le système mercantile. Néanmoins, étant donné qu'il y a ces deux systèmes, il y a un conflit. Il y a un conflit permanent dans la société entre ces intérêts, l'intérêt des propriétaires fonciers, du système agricole qui crée de la valeur, qui se dit créer de la valeur, et le système mercantile qui est là pour pousser un maximum le roi à exporter, à avoir une politique belliqueuse envers les autres nations, etc., pour pouvoir gagner faire plus de ventes, etc. Donc, justement, ce que veut absolument Adam Smith, c'est éviter qu'il y ait la mainmise de l'État et que sa mission fondamentale ne soit pas déviée, justement. Et donc, éviter qu'on puisse, qu'une fraction, hein, qu'un système puisse avoir la mainmise sur l'État et le dévier de sa mission fondamentale. Donc, il cherche la coexistence des groupes d'intérêts différents. Alors, comment il va y arriver? Donc, c'est toute la problématique, tout le projet, finalement, d'Adam Smith, qui est de permettre la coexistence des groupes d'intérêts différents. Et donc, il faut savoir qu'Adam Smith était parti d'un projet philosophique plus poussé
dans son livre La théorie des sentiments moraux, où justement Adam Smith essaye de comprendre comment se forme la morale. Le fait de dire c'est bien, c'est pas bien. Pour Adam Smith, ça doit être quelque chose de naturel, et pour ça, il nous dit qu'on a on a en nous, c'est une idée assez intéressante, qu'on aurait tous en nous un spectateur impartial, quelqu'un qui est là à tout moment pour nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Une espèce de petite voix qui est là et qui fait qu'en quelque part on sait qu'on est en train de faire du mal ou pas. C'est l'idée d'Adam Smith. On dirait que ça peut marcher pour une certaine partie de la population, c'est pas à 100% exact. Et finalement, il finit par avancer et de se dire que il y a un échec finalement de la morale innée chez les individus auquel il va falloir pallier d'une autre façon. Donc, comment pallier à cet échec de la justice naturelle qui ferait qu'on prendrait toujours les bonnes décisions justes pour tout le monde, etc. Il va falloir trouver d'autres mécanismes étant donné cet échec. Alors, il part de deux questions fondamentales. J'aimerais bien que vous vous attardiez dessus pour comprendre un petit peu. Si vous voulez comprendre l'économie, il faut comprendre ces questions-là. Et c'est la jonction entre la philosophie et l'économie. Mais c'est cette idée que, en observant autour de vous, c'est ce qu'a fait Adam Smith, il a observé le monde et dit mais comment ça se fait que les individus arrivent à coexister, à former une société alors que finalement, individuellement, personne ne recherche. On ne recherche pas cette notion de bien commun. Personne ne recherche le bien commun. Alors, même si aujourd'hui, vous en avez qui vont vous dire on est écologiste, on est ci, on est ça, vous voyez, bien sûr, à chaque fois, c'est de la défense d'intérêts particuliers. C'est un meilleur exemple que de prendre l'écologie aujourd'hui que de prendre les restaurateurs. C'est de dire, voilà, des personnes qui prétendent défendre l'intérêt général pour la plupart, et finalement, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est à prendre le pouvoir eux-mêmes, etc. Donc, à défendre leur intérêt particulier. Donc, attention dans l'esprit d'Adam Smith, attention à ceux qui essayent de défendre une cause, des intérêts particuliers sous couvert d'intérêt général. C'est toujours un peu suspect. Donc, comment on fait pour coexister ensemble alors qu'on ne recherche pas le bien commun? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que l'intérêt général suppose que finalement chacun recherche la vertu? Est-ce que pour œuvrer dans l'intérêt général, et là c'est là où vous commencez à entrevoir un petit peu en quoi la fable de des abeilles va pouvoir aider un petit peu Adam Smith, en quoi l'intérêt général, est-ce que l'intérêt général suppose que tout le monde soit vertueux? D'accord? On veut évoluer vers l'intérêt général, on forme société, on se dit qu'on va essayer d'avancer ensemble. Si tant est qu'on se dise ça, donc c'est la deuxième question. Si tant est qu'on se dise qu'on va avancer ensemble, ce qui n'est déjà pas évident, comme le dit la première question, est-ce qu'il faut que chacun soit vertueux? Alors qu'est-ce que ça veut dire vice et vertu? Donc le vice principal au sens d'Adam Smith, c'est ce qu'on appelle en anglais greed, la cupidité, le désir d'enrichissement illimité. Alors, le corollaire de l'enrichissement illimité, c'est le goût pour la dépense, etc. Et bien sûr, comme vous l'avez dit aussi dans vos commentaires, ce goût pour la dépense va entraîner une certaine forme d'inégalité, puisque voilà, le premier qui est riche va vouloir dépenser, acquérir de plus en plus, et donc il va y avoir une certaine inégalité dans la distribution des richesses, dans la répartition, la répartition des richesses. Donc, la cupidité, l'enrichissement illimité, c'est ça véritablement le vice, et c'est ça qui va générer des inégalités et l'existence de riches et de pauvres. Alors, la réponse scandaleuse à l'époque à la deuxième interrogation, c'est là où vous voyez le lien avec en quoi la fable a influencé Adam Smith,
Eh ben, c'est bien sûr donné par Bernard Mandeville. Donc, je rappelle, la deuxième question, c'est l'intérêt général suppose-t-elle la vertu de chacun? Qu'est-ce que nous dit Bernard Mandeville? Eh ben, il nous dit cette idée très forte, les vices privés sont des vertus publiques. Pourquoi? Parce que justement, les dépenses de luxe vont permettre l'emploi des pauvres. C'est parce que les riches ont envie de nouveaux produits, de nouveaux téléphones, etc., iPhone, que les petits travailleurs chinois peuvent s'enrichir à l'échelle aujourd'hui, si je raisonne à aujourd'hui, à l'échelle internationale. Donc, les riches livrent aux pauvres les biens nécessaires qui leur assurent leur survie en échange de biens de luxe. Alors, si je raisonne au niveau national, et revenons à Adam Smith, au niveau local, donc je vais créer une industrie, je veux créer une industrie, donc je veux des nouveaux vêtements, etc. À l'époque, c'était plus des vêtements, des biens de luxe. Donc, je vais avancer de l'argent à des pauvres pour qu'ils puissent avancer de l'argent, avancer des tissus pour qu'ils puissent se mettre à coudre, à façonner des produits, etc. Donc, je fais de l'avance, je fais une avance en capital. Donc, vice privé, vertu publique, vice des riches, c'est la condition de la survie des pauvres. Donc, on voit pour la réponse à la deuxième question que finalement, non, on n'a pas besoin de tous être vertueux pour servir l'intérêt général. Alors, comme je vous l'avais dit, pour Adam Smith, normalement, ce jugement entre vice et vertu devrait être immédiat, mais ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas connaître les règles de justice et donc les règles de l'échange. Donc, c'est ça surtout qui est très important, c'est comprendre cette idée, c'est que finalement, si on n'a pas de justice, l'échange est compliqué. Comment on peut échanger si, dès lors, on sait qu'on a en face de soi des individus qui sont injustes? Et deuxième chose, donc bien sûr, on a cette envie, cette cupidité qui est là, ce désir d'échange de richesses illimitées. Adam Smith va, pour bien comprendre, donc il va reformuler ces deux questions. La première question, je le rappelle, de toute façon, je les ai remises ici, voilà. La première question, c'est comment les individus qui ne recherchent pas le bien commun peuvent néanmoins coexister et former une société. La réponse, la reformulation, c'est plus que la réponse, c'est comment des individus qui ignorent les règles de justice peuvent néanmoins former une société. Voilà comment Adam Smith voit les choses. Au lieu de se dire, bon, c'est la recherche de bien commun, ils se disent, comment, si j'ignore la justice, comment je peux néanmoins faire société? Comment l'échange peut se passer puisqu'il n'y a pas de règles de justice innées chez l'homme? C'est ça qu'il faut comprendre. Deuxièmement, à la question est-ce que l'intérêt général suppose la vertu? La réponse d'Adam Smith, c'est comment la recherche d'enrichissement illimité des individus est compatible avec le bien-être des autres? Comment le fait d'avoir dans une société des individus qui sont cupides, qui recherchent l'enrichissement illimité, comment cela se passe pour que les autres qui ne sont pas vertueux, finalement, trouvent aussi leurs bénéfices. Donc, voilà. Et là, on voit bien sûr, donc, dans cette deuxième question, cette fameuse fable. Mais Adam Smith va la transformer et finalement, il va chercher à rendre compatibles ces deux questions. Alors, essayez de comprendre bien ce qui se passe. La justice, pour Adam Smith, comment elle est réglée? Elle est réglée via le marché. Le marché va permettre, au travers de la notion très importante je la souligne ici, d'équivalence des échanges. Le marché, rappelez-vous, on en a parlé, le marché permet une équivalence des échanges. Quand je vous donne un prix de marché, c'est un prix unique qui est tel que, du fait de la concurrence, on en arrive à un prix qui fait que
personne n'est perdant, personne n'est volé. Le prix s'impose à nous du fait de cette concurrence, et donc quelque part, il est juste. Si je n'avais pas de concurrence, rappelez-vous, j'ai une infinité de prix possibles, et donc je n'ai pas de justice. Donc le marché, étant donné que la confrontation des offres et des demandes permet la formation d'un prix unique, va permettre une forme de justice. Alors justement, la deuxième interrogation qui suit, puisque maintenant on a parlé de cette forme de justice par le marché, est-ce que cette forme de justice est compatible, ou en tout cas, est-ce que la recherche d'enrichissement est compatible avec ce mécanisme de justice, avec ce mécanisme de marché? Et c'est là où Adam Smith révolutionne aussi les choses en finalement transformant la vision négative du capital en quelque chose de positif. À condition que l'enrichissement prenne la forme de l'accumulation du capital, il devient moral. Donc le capital devient moral dès lors qu'il permette quelque part de servir à la production de quelque chose, d'une industrie. Donc l'épargne devient le corollaire, hein. C'est même la condition, c'est-à-dire que j'ai du capital parce que j'ai de l'épargne, donc l'épargne devient une vertu, ça devient une vertu d'épargner. Alors qu'auparavant, dans la version des physiocrates, il faut que la classe des propriétaires fonciers dépense. Il ne faut surtout pas épargner parce qu'il faut que ça ruisselle quelque part, il faut que l'argent circule dans l'économie. Donc, le capital, celui qui l'épargne en tout cas était négative puisqu'elle retirait de la richesse à l'économie. Adam Smith inverse tout ça et dit pas du tout. Le capital, si on est là pour justement une personne qui cherche à s'enrichir, s'enrichit en augmentant le capital, donc qui va être mis à disposition de l'industrie, ça devient moral. Alors, du coup, on a d'un côté une société marchande, avec la règle de justice qui émane des marchés, et de l'autre côté, on va avoir une société capitaliste. Alors voilà ce qu'Adam Smith met en avant. Comment finalement les deux choses peuvent être compatibles? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une société marchande déjà? Donc, c'est une société marchande, c'est une société dans laquelle on est tous quelque part des travailleurs indépendants et on rentre en relation uniquement par le biais du marché. Donc, une société marchande, c'est une société où on prend nos décisions uniquement via les informations reçues par le marché. Donc, cette société marchande est basée sur une notion fondamentale d'Adam Smith qu'il faut absolument retenir, qui est la notion de division du travail. C'est la division du travail qui permet l'enrichissement dans une société. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est réparti le travail, on s'est divisé, on s'est spécialisé, qu'on peut faire des échanges et qu'on peut augmenter notre richesse. Si chacun reste ce qu'on appelle en autarcie, c'est-à-dire tout le monde pourvoit à ses besoins et ne va pas vers l'autre, donc s'il n'y a pas de spécialisation, s'il n'y a pas de division du travail, il n'y a pas d'augmentation de richesse. Et ça, c'est la grosse chose le gros concept qu'Adam Smith nous apporte, c'est le concept de division du travail en nous disant que c'est la source de la richesse. Pourquoi? Parce que ça permet une spécialisation. Donc, si je me spécialise, je vais avoir automatiquement intérêt et besoin déjà d'aller échanger avec d'autres. Une société capitaliste, c'est quoi? C'est une société où existe le salariat. Donc, finalement, c'est une société où le travail devient un bien échangeable, comme un autre. Donc, l'être humain, le travail de l'homme, devient un bien que je peux acquérir. Donc, il y a une offre de travail. Hein. Quand je veux travailler, j'offre mon travail. Et quand je suis capitaliste, je cherche des travailleurs, je demande du travail. Donc, le travail devient un bien comme un autre.
Donc, c'est ça la société capitaliste. C'est une société où il existe le salariat et où on va faire des avances aux travailleurs. Je lui avance du capital, je lui avance des biens même pour qu'il se nourrisse pendant le temps du travail. Je lui avance un premier salaire, on va dire, et puis il va me produire des biens dont je vais pouvoir tirer profit. Donc, voilà ce que c'est marchand et capitaliste. Et donc finalement, Adam Smith réécrire un petit peu, reformuler cette fable de Mandeville, non pas en parlant de riches et de pauvres, mais en parlant de salariés et de capitalistes. Donc, l'échange entre les individus, l'échange fondamental, ce n'est pas les biens qui vont se produire comme dans la fable de Mandeville, ce n'est pas les biens de luxe, la nourriture, les tissus, les habits, etc. Mais c'est celle j'échange du travail contre du capital. Je te donne mon travail, tu me donnes de capital pour que je puisse travailler. Tu mets à disposition. Le moteur de l'économie, c'est plus la dépense, comme je vous ai dit avec les physiocrates qui, eux, disaient il faut que la classe foncière dépense son argent pour que ça fasse tourner l'économie. Mais au contraire, Adam Smith vient nous dire il faut qu'il y ait de l'épargne pour qu'il y ait du capital et pour que les capitalistes embauchent des salariés. Donc, c'est toute la problématique est renversée. Et donc, c'est ça qui est fondamental et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre essentiellement dans la logique libérale actuelle et initiée par Adam Smith. C'est qu'elle s'appuie sur la fable des abeilles pour nous dire que finalement, on a besoin d'une certaine cupidité, le désir d'enrichissement est légitime. Hein, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Non pas pour assouvir ses vices d'ivrognerie, de luxure, etc., mais pour accumuler du capital qui va servir à l'industrie, justement, et qui va servir notamment aux salariés. Donc, c'est ça le moteur. Et le moteur, du coup, ça devient l'épargne. Donc, le socle du libéralisme, c'est pour ça qu'on dit que la fable, c'est le fondement, mais simplement, ça a été retransformé, ça a été reformulé par Adam Smith en termes de capitalisme et salariat. Et c'est là-dessus, sur cette pensée-là, que Adam Smith va justement prôner le libre-échange. Il va reprendre les thèses physiocrates qui existent quand même, puisqu'il y avait quand même le laisser-faire, ce n'est pas Adam Smith, c'est déjà les physiocrates, mais dans une autre optique, dans l'optique d'accumuler du capital. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le capital avec Adam Smith, retenez ça, le capital avec Adam Smith devient moral, l'épargne devient nécessaire. Donc voilà, idée très forte, le marché égale justice sociale. Voilà, après on pourra le remettre en cause, mais en tout cas c'est ça qui va être repris. Si on veut comprendre Marx par la suite, donc il faut absolument connaître ça. Donc l'apport de Smith, c'est justement d'avoir reformulé la fable de Mandeville et d'avoir remis le capitalisme sous un angle beaucoup plus moral. Bien sûr, Marx va arriver par derrière pour critiquer tout ça. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui sont un petit peu moins bien comprises que d'autres? Alors, il faut que je surveille un petit peu l'heure aussi. On a fait pas mal de temps là-dessus. Alors, je voudrais qu'on continue. Oui, on va essayer de continuer là-dessus. Je vais continuer sur ma lancée sur les fondements théoriques. C'était le but de cette séance aujourd'hui, puisqu'on a plus ou moins terminé le chapitre sur le consommateur et donc bien introduit le libéralisme. Je voudrais que vous ayez bien compris les fondements théoriques du libéralisme avant d'arriver sur la deuxième partie qui est le producteur.
À la suite d'Adam Smith, on a bien sûr les néoclassiques avec Walras qui arrivent et qui reprennent bien sûr cette idée centrale de l'économie marchande et du capitalisme. On a des individus, on a donc l'individualisme méthodologique, c'est la méthode, je pars de l'individu, donc c'est la théorie microéconomique que vous venez d'étudier, qu'on a étudié ensemble, je pars de l'individu pour expliquer les phénomènes économiques. Avec un gros apport vraiment nouveau de la théorie néoclassique, c'est que les biens vont s'échanger. Alors, le fondement de la valeur chez les néoclassiques, c'est l'utilité. D'accord ? Je redis des choses, mais c'est important que vous l'ayez bien compris. Les individus recherchent leurs biens pour leur utilité. La valeur ne vient pas de la quantité de travail incorporée, contrairement à ce que pensaient Smith, Ricardo et dans une certaine mesure Marx. Donc, la valeur vient de l'utilité. Donc, c'est toute la philosophie néoclassique qui, on voit bien que néoclassique, elle se démarque donc de la pensée classique de Smith. Donc, l'individu néoclassique n'est envisagé que sous sa relation au bien. Donc, vous voyez que c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça nous dit, voilà, les néoclassiques, on comprend du coup mieux la critique des néoclassiques. C'est des individus qui s'intéressent qu'à l'échange marchand. Tout ce qui m'intéresse, c'est la relation. Je veux acquérir des biens pour acquérir de l'utilité. Je ne suis pas dans une relation d'humain à humain. Ce n'est pas la relation humaine qui m'intéresse, c'est la relation au bien. Je cherche de l'utilité. Je veux maximiser ma satisfaction. Je veux maximiser mon utilité. C'est ça le moteur pour les néoclassiques de l'économie. La relation au bien prime sur la relation aux individus et à la société. D'accord ? Donc, recherche perpétuelle de satisfaction. Alors, on a nos individus, c'est pour ça que vous avez fait partie un petit peu de Robinson, pour vous dire que vous êtes sur votre île et justement, vous allez chercher à essayer d'acquérir un maximum de biens et surtout, alors attendez, avant de vous dire ça, voilà, si je voulais plutôt vous parler de ça. Voilà, vous êtes sur votre île et vous allez, vous êtes plusieurs, vous allez classer les différents biens qui sont possibles sur l'île par ordre de préférence. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle un préordre. On a défini ça mathématiquement, ce fameux préordre des préférences. Donc, c'est ce que vous faites. Et vous le faites dans ce qu'on appelle un face-à-face avec l'objet sans vous interroger sur ce que font les autres. C'est très important. Ça veut dire que finalement, vous n'allez pas être influencé par le choix des autres. Pas de mimétisme. Rapport marchand est purement privé. On parle de séparation marchande. Donc, c'est comme si vous étiez sur votre île et vous faites une introspection pour vous dire voilà ce que j'ai envie de consommer, voilà ce que je préfère. Si ce serait telle quantité de biens et pas telle quantité d'autres, je préférerais avoir tant de bananes, tant de noix de coco, tant de ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a des préférences individuelles et ce qu'on va appeler, c'est que l'hypothèse très forte, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les préférences sont objectives. Alors, c'est une introspection, on a vu, mais en quoi elles sont objectives? Je demande vraiment de comprendre ça. En quoi ces préférences sont objectives? Tout simplement parce qu'elles sont dictées par le calcul de l'utilité. Je cherche à maximiser mon utilité par rapport à des fonctions. Alors, vous avez vu, nous, on a traduit ça en termes de fonctions d'utilité. Et donc, du coup, je vais faire un calcul qui va être rationnel, donc objectif. Je n'ai pas de jalousie qui intervient, justement, de subjectivité. Il n'y a pas de violence non plus, puisque je ne suis pas jaloux. Et on va avoir une certaine... on a une séparation marchande, donc on a des individus froids qui sont dépourvus d'affect. On n'est pas dans l'humain, on est vraiment dans l'objectivité des préférences, un calcul froid et rationnel. C'est une première hypothèse. Qui va me permettre, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre justement d'avoir ce qu'on appelle des préférences qui soient flexibles, non pas exagérées.
Ce qui est préférence exagérée, c'est ce qu'on appelle « plus j'en ai, plus j'en veux ». D'accord? On voit que nous, on a une certaine décroissance de l'utilité. On n'a pas non plus ce qu'on appelle des préférences exclusives. Un seul bien m'intéresse. On a des courbes asymptotiques. Donc, je ne vais pas jusqu'à toucher les axes. Pourquoi? Parce que je préfère toujours un mélange. Voilà, donc avec ces règles, avec cette flexibilité, on n'a pas d'attachement spécifique à des biens. Et finalement, tous les biens peuvent me donner de l'utilité. Donc, on voit bien qu'avec une telle flexibilité, on va pouvoir finalement échanger beaucoup plus. Donc, la première hypothèse, c'est l'objectivité des préférences. L'hypothèse supplémentaire qu'il faut rajouter pour pouvoir avoir plus pour pouvoir converger vers un équilibre, pour que les individus puissent échanger ensemble, c'est une hypothèse de plus. Pourquoi? Parce qu'avoir des préférences objectives ne m'empêche pas d'avoir tous les mêmes préférences. Par contre, si je rajoute mon hypothèse de convexité, c'est-à-dire de goût pour les mélanges, on va finalement rajouter une hypothèse supplémentaire qui va me permettre, avec ce goût pour les mélanges, d'avoir des préférences beaucoup plus flexibles, beaucoup plus variées. Donc, il y a ces deux hypothèses fondamentales qui est, un, mes préférences sont objectives, d'accord? Et deux, mes hypothèses sont convexes. Donc, hypothèse convexe, ça veut dire que finalement, moi, ce n'est pas le bien qui m'intéresse, c'est véritablement l'utilité de ce bien. Donc, avec ces deux hypothèses, préférence et convexité, on peut facilement parvenir à un équilibre puisqu'on voit bien que les individus sont extrêmement flexibles dans leur choix. Ils peuvent changer un bien contre un autre. Ils ne sont pas attachés au bien, mais à l'utilité qu'elle leur apporte. Alors, c'est là où on va commencer à interroger et trouver des choses un petit peu, commencer à critiquer un petit peu ce modèle. Donc là, on rentre dans ce qu'on va appeler l'économie comportementale. Donc voilà, pour un peu conclure ce chapitre sur l'économie classique, l'économie néoclassique, sur lequel on a beaucoup insisté aujourd'hui. On va opposer maintenant deux économistes qui sont John Hicks, qui est penseur beaucoup plus moderne que Walras et qui a permis une formalisation mathématique plus poussée que Walras, qui est bien sûr donc un théoricien néoclassique. Walras bien sûr, mais Hicks, donc la théorie néoclassique, est fasciné par ce qu'on appelle la notion d'équilibre. Il faut absolument trouver un équilibre, que l'offre et la demande s'équilibrent, qu'il y ait un équilibre global dans l'économie. On parle de méthode déductive. On va déduire des choses. On va parler de mathématiques. On raisonne sur une équation mathématique. Et de cette équation mathématique, on va en déduire des comportements. L'hypothèse très forte qui est présente, on a vu, c'est l'hypothèse de rationalité globale de l'agent. Il va rechercher un optimum et comment on voit le manque de connaissances est vu comme une déficience. L'idéal, c'est de tout connaître, de pouvoir tout classer. Dans cette logique, on a vu que le consommateur sait ce qu'il veut et comment l'obtenir. Il se définit son fameux préordre. Je sais ce que je veux. Ça, c'est l'économie néoclassique, qu'on appelle l'analyse marginale. De l'autre côté, va apparaître un certain monsieur économiste assez génial, pas assez reconnu, on n'en parle pas assez, mais il est le fondement de tous les derniers développements actuels en termes d'économie comportementale, et bien plus, même en termes
on le retrouve aussi dans tout ce qui est design. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Sa pensée est extrêmement forte parce que lui aussi, Herbert Simons, a su s'opposer à la pensée dominante, au paradigme néoclassique. Et justement, comment? Bah, justement, lui, il part dans l'autre sens finalement. Il utilise la méthode inductive. Il se dit, nous, on va partir des observations pour en déduire des équations. Les individus, ils ne savent pas ce qu'ils veulent obtenir forcément tout de suite. C'est un processus continu de résolution de problèmes. Donc, vous voyez que le discours est beaucoup plus moderne. On est dans une optique de résolution de problèmes. On avance et on essaye de comprendre, de résoudre nos problèmes. Il existe un cycle de décision. D'accord? Ça, c'est une. Bon, voilà. L'élément central chez Simons, c'est véritablement cette rationalité limitée. Donc, voilà ce qu'il apporte. Il s'oppose à la rationalité globale en introduisant la notion de rationalité limitée. On est rationnel, mais limité. C'est-à-dire que déjà, on ne peut pas scanner tous les produits de la Terre, faire un choix en ayant connaissance de tous les prix et de tous les biens qui sont sur le marché. On a un manque de connaissances et ce n'est pas une déficience, c'est le point de départ. On est dans une économie avec un manque d'informations. Donc, bien sûr, on va remettre en cause le paradigme néoclassique et ce qu'on avait vu au préalable. On avait parlé de complétude. On avait dit que le consommateur pouvait comparer n'importe quel couple de biens. Et ben, tout ça s'est remis en cause, justement. Donc, pourquoi? Parce que c'est ingérable de voir toutes les combinaisons de biens possibles. D'analyser toutes les combinaisons de biens, ça devient beaucoup trop compliqué, complexe, quand on a nos capacités. On avait parlé de réflexivité. On voit que quoi qu'il arrive, parler de biens homogènes qui peuvent être, c'est extrêmement complexe puisqu'il y a des différences de qualité, de disponibilité d'un magasin à un autre, de temps de disponibilité. Donc, même si deux biens sont soi-disant les mêmes dans des magasins différents, donc on va parler de… alors, ce sera dans des magasins, ce sera un service après-vente différent, etc. Donc, même la notion de réflexivité, elle va être remise en cause. Et enfin, la troisième notion qui est remise en cause, c'est la notion de transitivité. C'est peut-être celle-là qui est la plus forte. La notion de transitivité, rappelez-vous, c'était vraiment l'hypothèse de rationalité. Hein. Si je préfère A à B et si je préfère B à C, alors je vais préférer A à C. Pour autant, déjà, on peut avoir la transitivité dans le temps. Tout ça peut changer. Hein. Je peux très bien, finalement, à un moment donné, dire oui, je préfère A à B et B à C, mais pas A à C, parce que j'ai changé dans le temps. Voilà, par exemple, hein, changement de voiture dans le temps. Donc, mes goûts vont changer. Donc, cette hypothèse de transitivité, finalement, n'est pas vérifiée. Il y a 4 éléments, justement, qu'on peut mettre en avant aussi pour l'économie comportementale, qui vient parler justement des problématiques liées au traitement de l'information. Il y a la fameuse loi de Miller qui fait que finalement, un individu ne peut pas stocker plus d'une, alors ça dépend, 9 informations en tête. Donc, dans ce qu'on appelle la mémoire vive, on ne peut pas traiter plus de 9 informations à la fois. La vitesse de traitement, bien sûr, aussi va jouer. Et autre élément important, c'est le coût d'acquisition de l'information. L'information n'est pas libre, gratuite. Donc, pour analyser des biens, pour savoir si tel bien est bon ou pas, parfois j'ai besoin d'experts. Donc, tout ça a un coût. Et ça vient donc justement remettre un peu d'entorse dans la conception, dans le modèle néoclassique.
Et on souligne un paradoxe, le fait de tout questionner. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le paradigme de rationalité de l'individu. À force de questionner, est-ce que mon choix est rationnel? Quel est le meilleur choix? Comment choisir? Comment savoir que mon choix est rationnel, etc. On voit qu'on peut rapidement rentrer dans une boucle de réflexion à l'infini. Et donc, c'est difficile d'en sortir. Alors, quelles sont les alternatives? Nous, on était partis avec notre économie néoclassique, on était très contents, on avait nos hypothèses qu'on vient de voir, à savoir complétude, réflexivité, transitivité, on avait des courbes qui étaient d'indifférence, qui étaient continues, décroissantes, asymptotes, convexes. On avait fait tout plein d'hypothèses qui nous permettaient de trouver, et vous allez voir qu'on va avoir, au second semestre, on verra avec le producteur, on verra un équilibre entre l'offre et la demande grâce à toutes ces hypothèses. Mais d'ores et déjà, on peut pointer du doigt des critiques, comme on vient de le faire, avec justement ces critiques qui concernent le traitement de l'information et ces remises en cause des hypothèses de complétude, de transitivité notamment. Alors, des critiques, oui, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, on a justement une théorie économique qui se développe, un courant qui s'appelle l'économie comportementale, et qui vient nous dire, on a l'hypothèse classique qu'on a dans le modèle classique, qui nous dit l'homo economicus, capable d'opérer des choix rationnels avec des préférences transitives, des préférences cohérentes. Il a ce qu'on appelle des capacités cognitives et calculatoires très importantes et il a des prévisions non biaisées. D'accord? Donc voilà ce qu'on a jusqu'à présent. En fait, c'est ça la base. La réalité, elle est tout autre. On a des humains qui ont du mal à faire un calcul mental et qui ont des biais cognitifs. Donc, on va avoir ce qu'on appelle cette notion, cette approche par les heuristiques et par les biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est que les heuristiques? Donc, on doit ces développements à deux chercheurs, Kahneman et Tversky, qui ont développé, donc actuels, vous pourrez retrouver leur livre qui s'appelle Système 1, notamment celui de Kahneman, qui a écrit un livre qui s'appelle Système 1, Système 2. Alors, Système 1, Système 2, qui est très intéressant, qui nous dit que le cerveau humain a deux systèmes, un système rapide, court, et un système 2, long. Donc, pour prendre des décisions rapides, on passe au système 2. Donc, mode de décision rapide, il y a certains moments où j'ai besoin de prendre des décisions vite. Je n'ai pas le temps de réfléchir, je n'ai pas le temps d'être dans une réflexion longue. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle des heuristiques, des règles de décision rapides, des petits programmes qui sont déjà faits dans ma tête et qui font que, oui, heureusement, il y a des décisions que je prends rapidement parce que si à chaque fois, je devais reconstruire tout le modèle mathématique derrière pour prendre ma décision, ça prendrait du temps. Donc, on a des petits programmes qui se mettent en place. Simplement, comme on n'est pas très rationnel, ces programmes qui vont se mettre en place vont se faire avec des biais. Des biais d'ancrage, des biais de disponibilité. Alors, c'est des exemples, mais quand vous rentrez dans le monde des biais cognitifs, je vous invite à regarder ça, c'est passionnant. Quand vous rentrez dans le monde des biais cognitifs, vous avez plusieurs dizaines de biais cognitifs, voire je crois même plus. Vous avez vous pouvez trouver des diagrammes sur Internet qui vous donnent la roue des biais cognitifs. Donc, tout ce qu'on peut avoir comme biais, tout ce que le cerveau peut générer. Donc, c'est des développements de l'économie. Justement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est des développements de l'économie qui ont été faits en s'appuyant sur les développements de la science cognitive. Et des sciences cognitives. Donc, les économistes reprennent ces travaux et justement étudient les comportements économiques à partir de ces développements de la science cognitive. Donc, les biais cognitifs, biais d'ancrage, collecte de dons. Vous connaissez tous la problématique de la collecte de dons. Donc,
j'ai deux choix. Choix discret entre 100 €, 250 € et 1000 €, 5000 €, ou alors 50 €, 75, 100 et 150 €. Voilà, collecte de dons. Soit on y va très fort, soit on y va petit peu par petit peu et progressivement en proposant différents types de dons. Et bien, on s'aperçoit que les gens donnent plus dans le premier type de choix. Voilà un résultat très intéressant, c'est ce qu'on appelle un effet d'ancrage. Donc, si j'ancre quelque part mes propositions sur un niveau particulier, ça va jouer, ça va influencer les individus dans le résultat, dans ce qu'ils vont donner. Donc, ce qui veut bien dire que mes choix ne dépendent pas que de moi, mais ils dépendent de la façon dont le choix va m'être présenté. Donc, conclusion, si je pars de haut pour des négociations, plus je commence avec un prix élevé, plus je vais obtenir un prix élevé. Effet d'ancrage. Alors, autre biais, disponibilité et fréquence, quelque part. Les gens évaluent les risques de tempête, de tremblement de terre ou d'attaque terroriste en fonction des exemples récents. Voilà. Donc, le risque d'épidémie, il est plus important aujourd'hui, étant donné qu'il y a des épidémies récentes. Donc, on va avoir tendance à prendre plus des dispositions. Alors, si on prend un exemple plus simple, s'il y a des catastrophes naturelles récentes, je vais avoir tendance à acheter des assurances. Donc, prendre des décisions en fonction, non pas du risque historique de catastrophe naturelle, mais de ce que je viens d'entendre, de ce qui se passe dans mon quotidien, immédiat. Donc, ça, c'est aussi un biais. Autre biais cognitif, c'est celui de la représentativité. Donc, je vais souvent raisonner par similarité, par stéréotype, plutôt que de façon indépendante. Donc, je vais prendre mes décisions sur ce type de comportement. Alors, est-ce que j'ai le temps d'en faire un petit peu plus? Je vais essayer de prendre un autre exemple, parce que c'est assez intéressant. Je vais voir ce qu'on a. Voilà. Alors, l'effet de l'heure. Ça aussi, c'est intéressant. Vous souhaitez faire du sport plus régulièrement. Que préférez-vous entre un abonnement à la piscine pour 100 €? Voilà. Un pack à 250 € constitué du même abonnement à la piscine et d'un droit d'entrée dans une salle de sport. Ou alors, l'abonnement à la salle de sport seulement pour 250 €. Alors, essayez de répondre. Un abonnement à la piscine pour 100 € ou un pack constitué de 250 € constitué du même abonnement à la piscine et d'un droit d'entrée dans une salle de sport. Ou alors l'abonnement à la salle de sport seulement pour 250 €. Alors allez-y, qu'est-ce que vous préférez? Le pack. Le pack. Ouais. Et les autres? On va dire le pack aussi. Alors, 59% des individus choisissent le pack et 41% l'abonnement à la piscine seul. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va créer un point de référence, 250 €. Et du coup, le point de référence va influencer considérablement le résultat. Donc, tout dépend de la disposition, de la façon dont on va disposer les informations. Donc, créer un point de référence pour pouvoir faire passer la décision d'un point à un autre. L'effet de possession. Un exemple aussi que j'aime bien. Si on propose à un individu une somme raisonnable pour lui racheter la vieille collection de cassettes VHS qu'il n'utilise plus. Alors, imaginez que vous trouvez dans votre grenier un stock de cassettes vidéo de vos parents. Et
on va vous proposer de racheter ces cassettes à un certain prix et vous allez refuser. Pour autant, si vous aviez trouvé ce même stock de cassettes chez un marchand, vous n'auriez pas été prêt à payer la somme que vous avez refusée. Je reprends un exemple. Si je vous propose 100 € pour toutes vos cassettes, OK, vous allez me dire non. Alors que si vous trouvez dans un magasin ce même stock de cassettes vidéo et qu'elle est vendue à 100 €, vous ne l'auriez jamais acheté. Et vous voyez que ça, ce n'est pas rationnel. Parce que refuser 100 €, finalement, ça voudrait dire que pour vous, c'est un coût de 100 €. Donc, c'est comme si vous l'achetiez, c'est comme si vous étiez prêt à acheter ces cassettes 100 €. Or, finalement, vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un ressenti négatif lié à la perte. Le ressenti négatif lié à la perte de l'argent ou des cassettes, en l'occurrence des cassettes, est supérieur au ressenti associé à l'acquisition. Le fait de perdre quelque chose, de se débarrasser de quelque chose, est plus difficile que d'acquérir quelque chose. Monsieur? Ouais. Mais c'est rationnel parce que le fait en fait, c'est la différence entre l'utilité qu'on a nous, parce qu'on s'en fiche un peu de ces cassettes-là, mais on sait pour une autre personne, ça peut être, plus utile et donc on peut en tirer plus chez une autre personne. Donc on est prêt à les vendre à plus de 100 €, mais on n'est pas prêt à les acheter parce qu'on s'en fiche des cassettes. Vous n'allez pas les vendre, c'est pas ça justement. Vous les vendez pas et en ne Oui, je les sais, vendant pas, mais on les vend pas parce qu'elles sont à 100 €. Mais on peut se dire qu'elles valent plus que 100 €. alors même oui, mais c'est pas ça le raisonnement. Le raisonnement, c'est de dire, même si je vous avais proposé 200 ou 500 €, OK, d'accord. c'est de dire non, je ne le fais pas. Alors, il y a un prix à tout, hein, on est d'accord. Hein, si à un moment donné, je vous donne 1 million pour vos cassettes, peut-être que ça va changer. Mais si c'est les cassettes de votre père et que justement, je ne sais pas pour X raison, vous tenez absolument à ça et que c'est affectif, c'est fini. Vous n'allez pas faire la vente. Quelque part, on voit bien qu'on garde en stock plein de choses chez nous, qu'on refuse de vendre. Alors, vous allez me dire maintenant, avec les sites Vinted et autres, c'est plus facile, mais quand même, il y a des choses que même malgré ça, on n'arrive pas à les vendre. Et pour autant, si je passe devant, je ne les achète pas. Est-ce que vous arrivez à comprendre le Ouais, problème? c'est d'accord, j'ai compris. Je ne les achète pas. Donc, je refuse un gain. Donc, ça a un coût. C'est comme si je l'achetais finalement. Refuser un gain, c'est comme faire un achat. Je perds de l'argent, ce qui revient à les acheter finalement. En refusant, c'est ça qu'il faut comprendre, en refusant la transaction, en refusant de les vendre, c'est comme si je perds de l'argent, donc c'est comme si je les achetais. Vous voyez, c'est pareil. Parce qu'en achetant, je donne de l'argent et je récupère les biens. Donc en refusant la transaction, c'est comme si je les achetais une nouvelle fois. Pour autant, si vous étiez dans la rue, vous passez devant, vous ne les achetez pas à ce prix-là. C'est ça l'effet de possession. Bon, on va pas tout voir. Je vais vous laisser la catégorie de dépenses. Bon, ça aussi, je vous laisse lire l'exemple. C'est le fait d'avoir perdu un ticket c'est le fait d'avoir perdu. Vous allez au cinéma, vous perdez votre ticket de cinéma en route et vous arrivez et vous dites qu'est-ce que vous faites? Bah, quelque part, vous dites non, bah non, ça y est, j'ai déjà dépensé pour le budget cinéma, ça y est, c'est fait. Donc, je ne vais pas racheter un autre ticket. Je ne vais pas dépenser 20 € pour voir ce film. Voilà, quelque part, le raisonnement. Par contre, si au lieu de perdre le ticket de cinéma, vous perdez de l'argent, vous perdez le billet de 10 €, eh ben, oui, vous allez acheter votre ticket. Vous allez reprendre 10 €,
vous allez reprendre votre carte bleue et vous achetez votre ticket de cinéma. Parce que ce n'est pas la même catégorie de dépenses. Si vous voulez en savoir plus sur l'économie comportementale et ce qu'on va appeler après le nudge, voilà, je vous ai remis l'exemple parce que là, il était plus parlant tout à l'heure, il était mal exprimé justement. L'exemple de la salle de sport, hein, c'est justement le nudge. Qu'est-ce que c'est que le nudge? C'est issu de l'économie comportementale. Le nudge, c'est le pouce, hein, donc c'est le coup de pouce. C'est essayer de créer l'encadrement nécessaire pour que la prise de décision soit bonne. Alors écoutez-moi bien, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre des expériences de nudge. Énormément, beaucoup plus que ce qu'on croit. Alors, le premier exemple, je vous en ai peut-être parlé, c'est l'histoire des dons d'organes. On en a parlé en tout début de cours. Le don d'organes, aujourd'hui, il faut se désinscrire de la liste. Ça a changé. Maintenant, on est par défaut donateur. Auparavant, il n'y a pas si longtemps, il fallait s'inscrire sur une liste pour donner. Donc, en créant un contexte, on s'aperçoit qu'on va œuvrer quelque part en œuvre pour le bien commun. Alors, on peut ne pas partager ce point de vue, mais en tout cas, voilà. La société décide que c'est bien de donner ses organes, on en a besoin, le don d'organes pour sauver des vies, d'accord, on peut comprendre. Donc, on met en place un mécanisme qui fait que les individus vont prendre la bonne décision. Autrement dit, avant, ce n'est pas qu'ils étaient contre donner son organe, c'est qu'ils avaient la flemme d'aller s'inscrire sur la liste. Donc, on change le cadre, on inscrit automatiquement les gens sur la liste. C'est à eux de se désinscrire s'ils ne veulent pas. Quand on fait ça, on voit qu'on a beaucoup plus de donateurs. D'accord? Un exemple de nudge. Je change le cadre. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, sur la salle de sport, c'est pareil. Je vais placer l'individu dans un cadre de décision particulier. Le premier choix, c'était abonnement à la piscine 100 €. Deuxième choix, pack à 250 €. Et la deuxième formulation, c'était, cette fois-ci, je remets abonnement à la salle de sport pour 250 €. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, si je reprends mes statistiques, dans le premier cas, j'ai 59% de résultats pour le pack. Et dans le deuxième cas, j'ai 81% de résultats pour le pack. Donc, on voit bien que le fait d'avoir ajouté l'option salle de sport à 250 €, ça a créé le point de référence et ça a permis de plus me décider en faveur du pack. Voilà l'effet de nudge, hein, et que tout à l'heure, on a appelé effet de leurre aussi. Alors, c'est la vision un peu négative, mais ça illustre le principe du nudge. Alors, il y a beaucoup de choses. J'essaierai peut-être de repasser un peu de temps là-dessus, sur ça. Alors, peut-être que je vous ai mis des exemples de l'influence sociale globalement. Un exemple qui est assez intéressant. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's
now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. Slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel wasn't standing for any of this nonsense. Eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think. Ok. Alors, les associations de YouTube, après, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ok, voilà donc un exemple assez parlant de conformisme social et justement de non-rationalité, comportement non rationnel. Donc, c'était ça un petit peu le but de ce passage. Alors, on va essayer ça, c'était pas là. J'essaie de récupérer. Ok, donc voilà pour aujourd'hui sur le cours. Donc je voulais vraiment vous insister vraiment sur les fondements de l'économie libérale, la vision donc classique de Smith, la vision néoclassique de Walras X, la remise en cause de Herbert Simons avec l'économie comportementale pour arriver jusqu'au nudge, et donc la remise en cause de l'hypothèse de rationalité. Je vous demande bien sûr de relire bien sûr tous ces slides et de les comprendre. Il y aura des questions bien sûr dans les interros, dans les partiels. C'est pas juste pour faire du blabla, mais c'est vraiment des choses que je veux que vous maîtrisiez, vous ayez compris. Voilà, vous ayez compris l'apport de ce monsieur Adam Smith au-delà du modèle économique et des équations que vous utilisez. Je veux absolument que vous compreniez la philosophie qui est derrière et les critiques qu'on peut en faire et qui sont innombrables. Et donc la principale étant la remise en cause de l'hypothèse de rationalité, bien sûr. Mais il y aura d'autres critiques qu'on pourra faire, notamment quand on étudiera le cas du producteur. Voilà, pour l'instant, je vous dis, alors, à tout à l'heure, on va respecter les horaires de TD tels que, donc on continue avec les mêmes rythmes, on ne change pas. Il se peut que, alors pour l'instant, on maintient le programme tel quel, donc avec un terreau prévu la semaine prochaine. Sur tout le programme, sur tout ce qu'on aura fait aujourd'hui. Les interros se passeront, je vous expliquerai de toute façon, en ligne avec les caméras ouvertes
avec des QCM qui seront des questions aléatoires. Donc, vous aurez tous des questions différentes. A priori, un ordre de questions différent, un temps relativement court pour tout traiter, ce qui sera fait exprès. Donc, ce n'est pas le but de tout faire, mais c'est le but d'essayer de tout faire. Et voilà, pour pas que vous ayez le temps de chercher d'autres choses, mais d'apprendre. Hein. Donc, mettez-vous en conditions normales. Voilà, je vous en dirai peut-être plus au fur et à mesure. Il se peut que la fac rouvre uniquement pour les partiels. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours d'élaboration, ce qui n'empêche pas que on fasse quand même une interro comme prévu la semaine prochaine, qui comptera comme une note tout à fait normale. Voilà, si vous avez des questions, on voit ça en TD. Donc, on fait une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure, et on reprend 10 minutes, ouais, pas plus, et on reprend les TD pour essayer d'avancer au maximum dans les exercices. Alors, juste, il se peut que je traite des exercices dans un TD et pas dans un autre. Mais tout sera enregistré. Donc, les corrections d'exercices, vous pourrez les reprendre via les vidéos que je vais mettre en ligne. D'accord ? Ça me permettra ce que je pense, c'est couvrir tout le programme que je voulais faire en termes d'exercices pour que vous puissiez avoir un partiel plus intéressant. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, on va arrêter le partage.